Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom sur Africa 24. La question des infrastructures est au cœur du débat national en cette période électorale où les Camerounais s'apprêtent à élire leur nouveau président de la République pour les 7 prochaines années. Routes en mauvais état, réseau ferroviaire vétuste, mobilité urbaine difficile, transport aérien qui peine à décoller, les défis sont immenses. Pourtant, le Cameroun se veut le hub logistique de l'Afrique centrale. Mais comment financer, comment entretenir et surtout rendre ces infrastructures accessibles à tous, alors que les électeurs attendent des réponses concrètes? Pour débattre des choix et priorités pour bâtir un réseau de transport à la hauteur des ambitions du Cameroun, nous recevons sur ce plateau d'Africa 24 Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes. Sur le plateau d'Africa 24. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir pour partager, n'est-ce pas, la vision et les mécanismes qu'on peut mettre en place pour que le Cameroun se porte mieux. Nous avons également sur ce plateau Simon Moukete, expert en relations publiques et stratégie. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci pour l'invitation et content, une fois de plus, de partager ce plateau avec ces immenses personnalités. Charles-Élie Zhang, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous avez accepté l'invitation d'Africa 24. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir au Cameroun. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Le RDPC, c'est tout son candidat qui vous remercie de l'invitation. Et bonsoir, Kouatabena, et à vous, millions. Enfin, nous avons également sur le plateau nos camarades, il est communicant du RDPC. Bienvenue sur le plateau d'Africa 24, monsieur Maître. Merci d'avoir invité, n'est-ce pas, à ce programme. Bonsoir à mes copanélistes. Et bonsoir Afrique. Merci. Avant d'entrer dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément et puis on revient juste après pour le débat. Cameroun, le génie militaire est à la fois une branche de l'armée et un service. Depuis sa création jusqu'en 2001, le génie militaire a participé à la consolidation du lien armée-nation dans plusieurs secteurs. On peut citer la réhabilitation de l'Institut camerounais de l'enfance à Bétamba, la construction de marchés modernes à Bertois et Sanglima, l'aménagement des pistes dans le bassin de production de Ndongo et la construction de 16 forages productives équipés de pompes à motricité humaine pour le compte du C2D dans la région de l'extrême nord. Le Cameroun a une armée de développement. Le Cameroun a une armée qui participe au quotidien à la consolidation de la libre circulation des biens et des personnes et donc au renforcement du tissu économique national. En témoigne le génie militaire qui, au-delà de ses missions quotidiennes, participe à diverses constructions de divers grands chantiers, routes, hôpitaux, dispensaires. En outre, la santé militaire contribue au développement de la nation camerounaise en fournissant des soins de santé de qualité. Les militaires couvrent les 10 régions du pays en comblant le fossé médical avec certaines des populations les plus vulnérables. Ils mettent en œuvre des programmes de santé qui comprennent la surveillance des maladies, les activités nutritionnelles, la prévention et le traitement des violences contre les femmes et les filles et le soutien psychosocial. En témoigne la santé militaire qui, dans ses hôpitaux et ses infirmeries, accueille 90% de population civile et seulement 10% de militaires. Nous devons définitivement acter que l'armée camerounaise, c'est l'armée du peuple, pour le peuple et au service du peuple. Selon les autorités, au cours des dernières années, les forces de défense camerounaises ont fait preuve d'un plus grand engagement que par le passé dans les actions civilo-militaires, contribuant ainsi au développement de la nation. Le problème des routes au Cameroun semble être un problème d'une urgence nationale. En témoigne également l'implication de l'armée pour la réhabilitation et la construction de routes, comme on vient de le voir. Le président du patronat camerounais, Célestin Tawamba, a récemment écrit, c'était le 15 septembre, au ministre des Travaux publics, pour exprimer l'indignation de la communauté des affaires, mais aussi des usagers, sur les perturbations vécues dans les activités économiques et la liberté de circuler à cause de l'état des routes. Le GECAM est basé ici à Douala. Monsieur Sambaka, comment à votre niveau, vous le vivez, ce problème des routes? Comme tous les Camerounais qui constatent tout simplement que ce qu'ils auraient pu faire en 1 heure de temps, il faut qu'ils prennent 4 heures, 5 heures de temps pour le faire. Les routes sont totalement dégradées, que ce soit à l'intérieur des villes, que ce soit, n'est-ce pas, d'une ville à une autre.
là où il y avait des routes avant, il faut les reprendre. Et nous pensons que cela freine énormément l'économie de ce pays. Il faut faire quelque chose. Comme je dis, les urgences, il y a des urgences dans les urgences. Et on doit pouvoir considérer, n'est-ce pas, le train, les autoroutes comme des urgences vitales parce que un grand frein à l'économie et nous constatons tout simplement que ça traîne. Ça traîne parce que on ne met pas en place des mécanismes qui puissent permettre d'avoir des investisseurs, même s'ils ne sont pas locaux. Nous avons une capacité, une capacité d'endettement qui est très forte au vu de nos ressources naturelles et autres. Nous avons des ingénieurs financiers qui peuvent faire des montages. Et puis, voilà, nous pensons qu'avec les infrastructures viables, le développement va se faire le plus rapidement possible. Maître Arthur Julius, est-ce qu'on peut dire que le problème des routes au Cameroun, les difficultés de la liberté de circuler, c'est une épine dans la gouvernance? Oui, vraiment, c'est possible. C'est, comme dit le président Sambaka, oui, ça peut affecter, n'est-ce pas, la gouvernance, même l'économie du pays. Mais on a essayé de voir plus clair pourquoi les routes sont dans cette. Je prends l'exemple du Nigeria. J'ai constaté qu'au Nigeria, on ne fait plus les routes avec le goudron. Mais on fait la fondation, on met le fer avant de mettre le ciment. Et on a constaté que depuis un certain temps, on a fait partie des multinationales étrangères au Cameroun. Parce que le Cameroun veut gérer son économie. Et lorsqu'on les a fait partie, on n'a pas menti pour importer du goudron. C'est très compliqué. Et très souvent, le goudron qu'on envoie, surtout des Canada, je pense, au Cameroun, on doute de sa qualité. D'où, quand on fait une route, mais après un certain temps, on constate qu'il y a des trous, comme si on a creusé. Alors, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc, le problème profond, ce n'est pas le fait que l'État, n'est-ce pas, n'a pas voulu le faire, mais le fait qu'on a tout fait pour nationaliser notre économie, pour que ça soit entre les mains des Camerounais. Et de l'autre côté, on nous fait bloquer parce que les matériaux que nous n'avons pas, quand on nous envoie, ne sont pas les bons. J'ai vu à l'heure actuelle à Bonabéry, je constate que les carrefours, n'est-ce pas, dans les routes qu'on vient même de faire, ont eu des problèmes. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Ils ont décidé, au lieu de tirer le goudron, de faire comme au Nigeria. On fait comme si on veut construire une route. On fait une fondation, on met les barres de fer, on met le ciment, avant, n'est-ce pas, d'aller. Moi, je pense que la nature de notre terre, c'est ça qui va permettre, n'est-ce pas, qu'on a des routes qui vont durer. Il faut regarder là où il y a le pavé, par exemple. Ça tue. Cela veut dire qu'on doit repenser la façon dans laquelle on doit faire ces routes. Parce que ce n'est pas normal. Quand on fait une route, après 6 mois, on trouve les trous. Maître Simon Mokété, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la gestion publique de ces projets routiers, puisqu'on voit des projets qui sont lancés, qui mettent plusieurs années, qui mettent du temps à voir le jour? Est-ce que ce n'est qu'un problème de système, de choix qu'on a fait pour construire des routes? Je pense que ça va au-delà de ça, franchement. Là, il y a un vrai problème de gestion et c'est très préoccupant. Je pense qu'on le sent au niveau de l'économie, le frein que ça apporte. Je pense que si nous ne prenons pas de vraies mesures, je ne pense pas que c'est une question de nationalisation. Je pense même qu'on devait faire davantage, comme on a fait au niveau des mines, de confier ces projets à des entreprises camerounaises et de les accompagner pour qu'on puisse mieux soutenir et asseoir l'économie nationale et notre autonomie. Donc, c'est même important, ce mouvement-là. Mais je pense qu'il y a un véritable problème de gestion, de mauvaise gestion, et qu'il faut vraiment qu'on soit un peu plus ferme, un peu plus sérieux quand on investit dans de gros œuvres. Parce que quand on construit des routes, c'est énormément d'argent que l'État prête très souvent pour investir et que très souvent, on voit que ces fonds sont distraits et c'est plein de temps. On a vu des routes qui ont pris presque 13 ans avant qu'on les mette en place. Et ça n'aide pas le Cameroun. Je pense que les Camerounais doivent se sentir, on doit être honnête envers nous-mêmes. Quand on a la chance d'être nommé
par le président de la République, d'être un responsable nommé. Vous avez la confiance du président de la République. Je pense que pour lui rendre cette confiance-là, le minimum, c'est que vous essayez de faire la mission pour laquelle il vous a fait confiance. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour certaines personnes. Et là, il faut punir sérieusement parce qu'on a envie d'avancer. Il y a plein de jeunes là dehors, il y a plein de gens qui cherchent du boulot. Donc, il faut savoir rénover, mais confier des responsabilités aussi énormes, aussi sensibles, parce que c'est vraiment des domaines de souveraineté nationale. Et aujourd'hui, ce n'est pas difficile de construire des routes. Nous avons des ingénieurs camerounais, nous avons des capacités de le faire. Ce n'est pas compliqué. Il y a juste cette histoire de détournement qui freine énormément le développement routier, le réseau routier du Cameroun. C'est ce qu'on peut constater. Et c'est dommage que même quand les routes sont construites, vous voyez bien que la qualité laisse à désirer par rapport au poids de camions et de voitures qui roulent sur ces routes-là. Donc, c'est un vrai problème national auquel il faut adresser. Le gouvernement doit adresser cette situation avec la rigueur qui va avec, quitte à punir ceux qui ont eu la responsabilité ou à mettre de côté les entreprises qui n'arrivent pas à, faire à remplir ces tâches convenablement. Il faut les mettre de côté, mais en essayant d'être un peu plus ferme. Monsieur Charles Zanzan, quel est votre diagnostic de la situation? Moi, je crois que je suis conseiller municipal d'abord, conseiller. Je suis au cœur de ce projet. Le premier constat que je fais, c'est où est-ce qu'on met même le civisme des citoyens. Le premier problème qu'on a au Cameroun, c'est que nous nous comportons, et permettez-moi le texte, en ville comme des villageois. Il faut qu'ils le disent, c'est-à-dire, on compte ces Camerounais-là qui chérissent les ouvrages d'art dans ce pays. Je tiens à rappeler à ceux qui m'ont précédé, notamment mon père Sambatra et M. Okete, que le Cameroun n'a pas envié les autres pays de la zone franche en termes de route. Ils sont quand même le premier loti, avec 12 000 km de route bitumée par rapport à celui qui nous suit, qui est la Côte d'Ivoire, avec 9 000 quelque chose. Et actuellement, le pays est en chantier. Lorsque le MECAM se plaint, des embouteillages au niveau de la pétante ouest, il faut aussi dire qu'actuellement, les travaux sont à 80% presque terminés et il n'y aura plus d'embouteillage dans cette zone-là. Pétante est la même chose. Bon. Maintenant qu'on a fini de construire les routes, on a les mêmes personnes qui posent les échoppes commerciales partout en route, les mêmes populations qui n'évacuent pas les eaux usées, qui les évacuent en route. Nous avons la troisième chose, c'est qu'au niveau même de la nationalisation de la construction de nos infrastructures routières, les entreprises locales n'arrivent pas. Le dernier constat fait dans ce pays phare, donc sur 10 entreprises camerounaises à qui on a confié la construction de nos routes, 8 n'ont pas livré au chantier à tête. J'en ai pour prouver la route et comme le Yatika Carrefouri. Le troisième problème, c'est ce qu'a dit M. Moukete, les rétrocommissions, où est-ce qu'on donne le marché, on ne contrôle pas la qualité de l'infrastructure. Et enfin, ce problème d'argent. Pour construire une route, il faut de l'argent. C'est pourquoi vous verrez que toutes les routes, l'entretien des routes au Cameroun fait près de 850 milliards de francs CFA par rapport à l'entretien. Mais l'État du Cameroun en a dans les 30-40. Il faut donc trouver une solution. Moi, la solution que je propose, c'est permettre aux entreprises locales, celles qui ont les moyens, les inciter à investir dans la construction des routes en leur permettant de signer avec l'État un PPP, des MBOT, qui permettra à ces entreprises de récupérer en même temps encore leur argent investi. Mais encore là, il faudrait aimer son Cameroun, aimer le Cameroun pour faire des infrastructures routières qui mettront long et qui pourront soutenir le poids des véhicules qui vont rouler dessus. Mais je reste ferme, je reste constant. Notre pays est très bien loti en termes de routes longues. Maître Julius, comment résoudre durablement ce problème? Moi, je pense qu'il faut qu'on pense, n'est-ce pas, la façon à laquelle les choses sont faites. Et pour les penser, on a besoin de nos ingénieurs, n'est-ce pas, d'aller faire des recherches, parce qu'on ne peut pas faire les routes comme à l'Occident. La terre en Afrique, n'est-ce pas, et nos réalités sont un peu différentes. On doit prendre ça en considération pour les faire d'autres pensées. Comme je vous ai dit, à ne pas mentir, il faut essayer d'aller vers cette société-là pour demander comment on fait pour importer du goudron. C'est très compliqué, très très compliqué. Et très souvent, on ne vous envoie pas ce qui est en bonne qualité. Bon, je pense que le Cameroun a eu des routes. On a des routes. Comme Elie vient de dire, on a eu de très bonnes routes. Donc quelques-uns ont des problèmes, c'est normal. Et il y a des trous, des cassés un peu partout, c'est normal. Et on doit les entretenir. Mais il faut noter que le problème est plus profond que ça, comme je viens de vous dire. Ce n'est pas seulement le fait qu'on doit bien contrôler et autres, mais c'est le fait que
Nous voulons adapter le système des Occidents en Afrique et au Cameroun. Il faut repenser. Par exemple, j'ai vu en Europe de l'Est, la plupart des routes sont construites par les pierres. On a coupé les pierres pour faire les routes. Donc, c'est bien. Et là-bas, il y a des routes qui ont fait plus de 100 ans. Quand ils sont abîmés, c'est en bon état. Il faut qu'on repense ça au Cameroun. Il faut qu'on repense ça pour voir comment on peut faire maintenant pour que ces routes soient adaptées à nos réalités. C'est tout. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Autour sur ce plateau de l'Africa Newsroom consacré au défi des infrastructures de transport au Cameroun en cette période électorale, nous sommes toujours en compagnie de M. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, Simon Moukete, expert en relations publiques et stratégie, Charles-Élie Zangzang, militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, et Maître Achou Julius, communicant du RDPC. Je commence par vous avec cette question, M. Charles-Élie Zangzang. De vastes zones rurales restent difficilement accessibles, notamment pendant la saison des pluies. Comment les programmes des candidats, et notamment de votre candidat, répondent-ils à l'enjeu du désenclavement afin de stimuler l'agriculture, le commerce et la cohésion territoriale? Il y a 10 ans, le président de la République, par ailleurs candidat à notre parti, lançait ce qu'on appelle le désenclavement des bassins de production agricole. Parce que c'était rendu compte que c'est dans ces zones-là que tous les vivriers partaient de là et que le fait qu'il n'y ait pas de route pour arriver vers les centres urbains où il y avait le pouvoir d'achat élevé, ça augmentait les prix. Et on a donc lancé un vaste programme de désenclavement des bassins agricoles. Et au Cameroun, on a 12 bassins de production agricole. Au moment où je vous parle, 8 sont opérationnels. Je peux vous citer par exemple Beto Manjo. Je peux vous citer par exemple Manjo Batouri. Je peux vous citer par exemple Douala Bonepayavasi qui est en plein chantier. Je peux vous citer Soa et ce Hawaï qui est en train d'être livré. Vous parlez par exemple de la lutte qui me tient à cœur, qui prendra peut-être à cœur mon frère Julius, Bamenda Babadjou, qui vient d'être inauguré. Le pont sur la Benoué, avec le Tchad, a été inauguré par le Premier ministre et le pont sur la Cross River a été inauguré. Donc, voilà comme ça quelques exemples qui ont été donnés. Maintenant, au-delà de l'État central qui fait ce travail, il y a aussi ce qu'on appelle le transfert des compétences vers les collectivités territoriales décentralisées. L'État donne donc envers ces collectivités territoriales les moyens d'entretenir les routes rurales qui permettront à ces mairies d'arrondissement, communautés urbaines ou alors les régions de faire des vastes programmes d'investissement public au niveau de leurs régions, zones rurales, qui leur permettront aussi de pouvoir faire écouler les marchandises. Voilà en grosso modo le programme du président Paul Biya, basé sur 3 axes. 1. L'État central qui fait des grosses œuvres. 2. La région qui s'occupe des routes interurbaines nationales. Et enfin, les collectivités territoriales comme la mairie de la communauté urbaine qui s'occupe des zones rurales. Et ça se passe bien, ça se passe très bien. Je vous dis que le ministère de la République a, en 5 ans, transféré auprès des communes près de 183 milliards de francs CFA. Donc, c'est bon. Il faut peut-être commenter l'enveloppe. Il faut aussi qu'on ait les bons élus qui vont aussi faire un travail comme il se doit. Merci, Maître Achou Julius. Un complément à ce qu'il vient de dire. Oui, donc j'adapte ce que vient de dire mon camarade, même parti que moi. En fait, on peut bien remarquer qu'on a un champion, notre président de la République, qui est progressiste. Et il est toujours à l'écoute du peuple. Et lorsqu'il constate qu'il y a un problème, il prend toutes les mesures pour le régler, pour le résoudre. Et comme vous pouvez bien le remarquer, le Cameroun est en chantier à l'heure actuelle pour réparer, n'est-ce pas, tous ces petits problèmes-là. Et il faut noter également que sur le plan agricole, s'il n'y a pas de route, la nourriture peut arriver dans les grandes villes comme Douala, comme Yaoundé. Mais va au marché. Vous allez constater que le marché est toujours plein. Le marché est toujours en mouvement parce qu'il y a assez qui quittent, n'est-ce pas, l'intérieur pour venir vers les grandes villes. C'est Sambaka. Charles-Élie Zangzang et Maître Achou Julius ont mis en avant des efforts qui sont faits au processus qui est en cours pour pouvoir désenclaver le territoire. Mais lorsqu'on sillonne le Cameroun, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des parties du pays qui sont, comme semble-t-il, oubliées dans le développement ou dans le processus de développement? Pas oublié, abandonné.
parce qu'ils savent très bien que ça ne marche pas. Et puis quand ils parlent du Cameroun comme ça, vraiment les Camerounais se posent des questions. Parce que si c'est pour le système routier de la route au Cameroun, en dehors de Yaoundé Bafoussam, et puis les 60 km de notre première autoroute qui devrait faire 240 km, nous sommes à 60 km en 13 ans. Je crois que ce n'est pas élogieux, ce n'est pas des bilans élogieux, et puis il faut aller sur des fondamentaux. Hein. Nous avons vu des maires ici, on leur a proposé, n'est-ce pas, de stabiliser les routes. On n'a pas besoin de goudron dans nos rues rurales, dans la ruralité. Tout ça, ce sont des techniques qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont pas appliquées. Pourtant, nous, on a tout fait pour proposer cela. Tout ça parce que la décentralisation aussi ne fonctionne pas. Si la décentralisation fonctionnait, si on avait des régions qui tournaient, si on avait un budget de l'État réparti sur les régions et les communes, je pense que les populations devaient avoir à regarder ces maires et puis ce conseil régional. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à travailler? Pourquoi est-ce qu'ils laissent tout entre les mains du pouvoir central? Pourquoi le pouvoir central ne se déleste pas de cela? Pourquoi est-ce que chaque fois qu'il faut 5 francs au Cameroun, il faut se retourner vers l'État central? Et pourquoi quand il faut réinvestir au Cameroun, c'est toujours vers l'extérieur qu'il faut puiser de l'argent? Qu'est-ce que nous rapportons? N'avons-nous pas des ingénieurs financiers ici qui peuvent faire des montages des projets, qui peuvent trouver des financiers, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, pour que nos autoroutes puissent être faites comme en Angola, par exemple. Donc, nous avons autour de nous des pays qui ont utilisé des modèles qui ont fonctionné. Pourquoi est-ce que notre modèle ne fonctionne pas? C'est tout ça la question. Le problème, ce n'est pas de savoir que des routes qui existent depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, n'est-ce pas, sont détériorées et qu'il faut les colmater. Un pays comme le Cameroun n'a pas d'une ville à une autre et des autoroutes. Donc tout ça, c'est des choses que les autres pays connaissent déjà. Des pays qui étaient en arrière par rapport à nous. Donc ça doit nous interroger, ça doit nous amener pas à essayer comme on dit, moi j'étais au Bénin, j'étais au Bénin en 91 et j'étais en train de poser la question aux Béninois, comment le président américain peut arriver ici et puis vous n'avez rien fait. On n'a même pas peint les routes et tout ça. On dit, ben non, chez nous, ici, c'est pas comme ça. Il faut qu'il se rende compte des réalités. Quand nous allons demander un financement, et c'est pour faire quelque chose. Et on voit ce qu'il y a avant, et puis on voit ce qu'il y a après. Donc, voilà, moi, je pense qu'on doit revenir aux fondamentaux. Hein. C'est vrai que le Cameroun souffre beaucoup. Mais il faut quand même reconnaître que le potentiel du Cameroun n'est pas exploité à bon escient. Si on l'a reconnu, je pense qu'on peut avancer. Nous avons parlé de la connectivité, de l'état des routes urbaines, interurbaines. Monsieur Simon Moukete, on a aussi l'impression qu'il y a un oublié aussi dans le développement impensé, la question des transports publics. Dans les grandes villes comme Yaoundé ou Douala, la mobilité urbaine est un défi majeur. Quelle est votre appréciation de cette situation, votre niveau? Oui, je pense qu'il faut que la décentralisation soit effective. Si la décentralisation est bien effective, puisqu'elle est déjà déclarée, si elle est effective, je pense que ça va soulager la gestion du Cameroun et ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Vous savez, il y a les maires qui sont là, vous avez des super maires, c'est super, mais vous avez une structure qui contrôle l'argent des mairies. Pourquoi ne pas remettre l'argent directement aux maires et qu'ils assument, puisque dans tous les cas, la justice est là, la loi est là. Celui qui détourne, on va l'arrêter. Donc, vous avez quelqu'un, vous avez une maire, vous avez peut-être besoin d'argent, mais vous n'aurez pas. Vous avez des projets, vous décidez que voilà ce que je veux faire, mais finalement, on ne peut pas avoir le financement pour le projet que vous voulez faire. Vous êtes obligé d'attendre. Et ça, c'est un gros souci, parce qu'il y a ce bonhomme-là qui s'appelle FECOM, qui ne devrait pas être là. Puisque si on a une bonne décentralisation, le rôle du FECOM n'a plus sa place. Et qu'on traite directement avec les maires. Et les maires, ça leur permet d'aller 1000 fois plus vite dans l'exécution de les missions parce qu'ils sont en contact. Vous gérez une ville, vous avez du mal à obtenir votre financement. Et je pense que là, ça pose un problème pour moi. Il faut que la décentralisation soit effective, vraiment au niveau de sa gestion. Parce que la gestion quotidienne des villes pose un problème. On ne peut pas avoir des problèmes de transport ou de transport d'ordures, vraiment dans des villes. C'est quand même des choses qui ne sont pas compliquées, qu'une mairie peut gérer facilement. Une mairie peut
elle-même engagée. J'ai vu ma mairie, je vois la mairie où je suis dans la deuxième. Je vois que la mairie a pris des dispositions en mettant des camions et même même des tricycles. C'est-à-dire même des tricycles pour transporter les ordures. Mais je pense que si il y avait une vraie autonomie, notre maire aurait pu faire 1000 fois mieux pour que son arrondissement soit beaucoup plus propre. Mais elle a quand même les mains liées parce qu'elle ne peut pas faire exactement ce qu'elle a envie de faire. Je pense que tant que la décentralisation ne sera pas effective, nous aurons du mal sur des petits travaux comme ça qui ne devaient pas mettre long, mais ça traîne et ça freine le développement de la ville parce que ça fait le développement de la nation. Charles Zanzang, on parle beaucoup de la responsabilité des magistrats municipaux et il dit faut dès que la décentralisation soit effective, est-ce qu'elle ne l'est pas? Bon, je vous dire peut-être que le FECOM n'est pas un frein. Le FECOM est plutôt la banque qui leur permet de faire des prêts à un intérêt zéro. Oui, mais ça n'empêche... Non, le FECOM est une banque qui reçoit et qui traite les dossiers en fonction des dossiers prioritaires. Si la mairie de Bangam, je prends un exemple, a peut-être besoin d'un hôpital et que la mairie de Douala a peut-être besoin d'une école, le FECOM a quand même ce droit de voir la priorité où envoyer. Et la chance... Non, je termine, monsieur Clé. Et la chance que les mairies ont avec le FECOM, c'est que le FECOM leur prête ça à taux zéro. Ça ne l'empêche pas aussi, et c'est écrit dans la loi sur la décentralisation, que les mairies se tournent vers les banques commerciales. Ça n'empêche pas. Rien n'empêche aux mairies, c'est d'accord. Notre maire, Maître Denis Lamport, a signé un contrat avec une banque commerciale qui nous a permis d'avoir des camions, des tricycles et des tractopelles qui permettent comme ça à Douala de voir un bac à ordures se charger, ne pas passer la nuit. C'est une bonne chose. Aussi, je voudrais faire comprendre que nous sommes dans un État. Il n'y a aucun État au monde où les collectivités territoriales sont livrées à elles-mêmes. Le seul frein qu'il peut y avoir, et que moi je vois qu'il faut y regarder, c'est la trop mise de celui qu'on appelle le représentant de l'État sur les collègues qu'on appelle monsieur le préfet. Parce que si les conseillers municipaux ont signé tous une délibération qui permet à une mairie de mettre en place un ouvrage social, qu'il faille encore que le préfet valide après cette délibération. Tant que le préfet n'a pas validé la délibération, elle ne passe pas. Je pense qu'il faut plutôt qu'on donne juste au préfet le droit de contrôler la légalité du processus et non le pouvoir de valider ou pas la délibération. Voilà le seul frein, mais les collectivités territoriales sont avancées. Puis le Conseil régional vient de naître. Quand je vois comment le Conseil régional de l'Ouest vient de lever 850 milliards de francs CFA pour ce projet de développement cotisé par les enfants de l'Ouest, c'est ce développement-là qu'on veut. On va arriver vers là à long terme, que les enfants s'investissent dans le projet de développement de la ville. Je vous propose de poursuivre dans un instant. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Retour sur ce plateau de l'Africa Newsroom dédié aux enjeux des infrastructures de transport dans cette période électorale au Cameroun. Nous sommes toujours sur le plateau en compagnie de M. Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, Simon Moukete, expert en relations publiques et stratégie, M. Charles-Élie Zanzang, militant du RDPC, et Maître H. Julius, communicant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Avant de rentrer dans le vif du débat pour cette troisième partie, je vous propose ensemble de suivre cet élément et puis on revient juste après. Au sud du Cameroun, le port en eau profonde du Kribi s'impose comme une véritable porte d'entrée sur l'Afrique centrale. Construit pour accueillir les plus gros navires du monde, il constitue aujourd'hui un levier stratégique pour l'économie nationale. Avec 12,7 millions de tonnes de marchandises traitées en 2024, le port en eau profonde de Kribi s'impose comme un maillon vital de l'économie camerounaise et sous-régionale. Depuis le début de son exploitation, en 2018, le port de Kribi a déjà généré près de 1200 milliards de francs CFA de recettes douanières cumulées en 7 ans. Ces infrastructures modernes permettent d'accueillir des navires de plus de 100 000 tonnes, là où Douala atteint vite ses limites. Le terminal à conteneurs qui avait une capacité de 350 000 EVP par an va passer à pratiquement entre 1 million et 1 million 200.
Et pareil pour le terminal polyvalent qui avait 1 200 000 tonnes de capacité qui passe à plus de 3 millions. Nous avons commencé à trouver une solution à un problème qui nous embarrassait et qui est pourtant primordial, c'est le problème de l'énergie. Donc là, nous avons pu lancer avec le concours de l'État la construction d'une ligne électrique de 225 kV. Les retombées économiques sont considérables. À terme, le complexe devrait générer près de 7 000 emplois directs et indirects. Il devrait contribuer à hauteur de plus de 2% du PIB national grâce aux recettes douanières et aux services portuaires. Avec ses zones industrielles attenantes, Kribi attire déjà de grands investisseurs. Le port devrait générer plus de 20 000 emplois directs et indirects d'ici quelques années et renforcer la compétitivité du Cameroun face aux pays voisins. Parce que nous avons tout un cluster pour les projets miniers qui vont donc s'installer sur la zone du industriel de Kribi pour stocker, pour transformer, pour renforcer, enrichir. Dans le domaine du fer, par exemple, c'est fréquent que le fer qui, au départ, a une faible teneur, soit enrichi. Son interconnexion au réseau routier et bientôt ferroviaire ouvre le corridor logistique vers le Tchad et la Centrafrique, confirmant le port de Kribi comme hub régional. En accueillant un navire de 24 000 EVP lors de l'inauguration du deuxième terminal à conteneurs le 9 mai 2025, terminal qui a porté la capacité de Kribi à 1 million d'EVP, le Cameroun permet d'attirer désormais des services Asie-Afrique et d'abaisser les coûts unitaires pour les importateurs. Le port de Douala gère encore 75% du commerce extérieur du Cameroun, mais souffre de congestion. Le port de Kribi, qui a été opérationnel depuis 2019, devrait améliorer le système logistique national du Cameroun. Maître Julius, comment appréciez-vous les initiatives prises à ce niveau en matière d'infrastructure portuaire? Oui, nous constatons que le port de Kribi a été développé, n'est-ce pas, pour accueillir des navires de plus de 100 tonnes. Or, le port de Douala ne pouvait pas dépasser, je crois, 25 000 tonnes. Et nous constatons qu'à l'heure actuelle, avec un jeune directeur général qui a été nommé, il a tenté de faire une extension du port de Douala. Et en le faisant, il est en train de vouloir créer même un port à eau profonde, au niveau de, je crois, c'est Mouanko, si je ne me trompe pas bien, de Mouanko. Et en même temps, faire disperser, n'est-ce pas, le parc des conteneurs, pour que ce soit un peu partout. En plus, ce que je constate, il a de tout fait pour avoir l'autonomie en matière d'énergie, qui est une bonne chose. C'est-à-dire, il ne dépend pas, n'est-ce pas, des Aignan et autres pour avoir de l'électricité au niveau du port. Donc le port doit être modernisé, n'est-ce pas, pour que ça devienne, n'est-ce pas, comme le premier port, n'est-ce pas, dans l'Afrique centrale. Et parce qu'on n'a pas menti, Kribi a été de faire concurrence à cause de eau profonde, mais d'ici peu de temps, le port de Douala va changer. Parce qu'on a vraiment un directeur général qui fait son travail bien. M. Sambaka, votre appréciation des initiatives prises en matière de développement des infrastructures portuaires au Cameroun? On a vu un sujet sur Kribi et il a redonné des éléments sur le port de Douala. J'ai lu ce sujet-là et je crois que ce sont des vœux. Hein. Ce n'est pas des réalisations, ce sont des vœux. Ce sont des prévisions. Mais ces prévisions durent trop longtemps, je dois vous le dire. Parce que le port de Kribi, c'est quelque chose qui date depuis plus de 40-50 ans, qui n'a jamais été réalisé. Il se réalise quand, du côté de Luanda, c'est ça. Hein. On a déjà ce port du côté d'autres pays. Il y a eu des ports de remplacement pour ces grands navires qui devaient accoster à Kribi. Donc, nous sommes en retard sur le projet. Il faudra mettre en place un marketing solide pour que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, ce pourquoi le port de Kribi devait être construit. Maintenant, à côté de ça, si nous voyons le port de Kribi peut être le plus beau port du monde, s'il ne peut pas rejoindre les deux capitales, ça nous fait un problème. Nous avons des problèmes au niveau de Kribi-Douala, nous avons des problèmes au niveau de Kribi-Yaoundé, et je dois dire que ça dure depuis très longtemps. Donc, Caen, nous essayons de faire avec ce qu'il y a, mais nous devons vraiment reconnaître que le Cameroun mérite beaucoup mieux. Simon Moukete, on va élargir son propos.
Le Cameroun est un pays de transit vers le Tchad et la République centrafricaine, via Douala, via Kribi. Comment pour améliorer ces corridors stratégiques et renforcer le Cameroun comme hub logistique réellement en Afrique centrale? Je pense que la présence du port de Kribi est une bonne chose. Ça rafraîchit l'économie de la zone et ça a un rôle stratégique important pour le Cameroun. Mais moi quand j'étais plus jeune, je sais qu'il y avait un port du côté de Limbé, de Victoria qui a été complété, à Bota qui a été complètement abandonné. Pourtant, c'est un port en eau profonde. Pourquoi est-ce que ce projet n'a pas avancé? J'ai vu qu'il y a 2 ans, il y avait des études qui avaient recommencé, qu'on devait relancer le port de ce côté-là. Je pense que le Cameroun, avec cette façade maritime, a beaucoup à apporter, mais nous avons pris du retard. Je pense qu'on peut le rattraper. Le fait de mettre le boucher double, quand on voit avec le projet minier qui s'installe du côté de Kribi, tous ces atouts-là vont permettre au port de pouvoir tourner et de pouvoir fonctionner normalement. Mais le port de Kribi est une bonne chose pour l'économie du Cameroun. C'est un gros plus. C'est un projet qui est important. C'est un projet majeur et que nous devons saluer l'initiative. Mais nous demandons à ce que le projet et les réalisations de ce port-là puissent franchement rapporter quelque chose de plus solide en ce qui concerne l'économie du Cameroun. Charles Zanzan, Cyril Sam Baka a dit que ce sont des vœux, c'est intéressant, mais ça met trop de temps comme de nombreux projets au Cameroun. On va également, c'est peut-être le cas, on a parlé des infrastructures portuaires, mais il y a aussi des infrastructures liées au chemin de fer, au réseau ferroviaire, et il y a beaucoup de projets aussi dans ce domaine. Est-ce que ça ne fait pas vraiment trop d'ambition ou trop de vœux par rapport à ce qu'on peut réaliser concrètement? Pourquoi ça prend tant de temps? S'il y a un domaine dans le transport où le Cameroun excelle, c'est celui du port. Je voudrais dire à mon père sans le reconnaître, ce n'est pas un vœu pieux, qu'il sache qu'il y a 1 mois, le Premier ministre signait la convention d'élargissement et d'extension du port de Douala de Missolé 1 à Dibamba et seulement comme je me suis vers Mouanko, où le port de Douala n'aura plus à se faire des soucis pour les bateaux à gros tonnage, parce que c'est un port fluvial. Donc, les bateaux à gros tonnage vont plutôt amérir du côté de Mouanko, du côté de Missolé 1 à Dibamba, et c'est effectif. Le contrat était signé, les travaux sont lancés. Et la route d'Izangue-Mouanko-Idea est actuellement en cours. Ce n'est pas un vœu, c'est une réalité. La deuxième chose, je lui fais comprendre que le terminal Vaquier est lancé actuellement, c'est en chantier. Et au moment où je veux parler, le Premier ministre à Douala, il est venu fêter les 150 ans du port de Douala, justement, avec la signature le 12 septembre passé, entre le port et les structures camerounaises, de la construction d'une centrale énergique au port de 300 MW. C'est un fait. Les travaux sont déjà lancés avec un gazoduc qui quittera Douala pour Kribi. En ce qui me concerne, je n'ai rien à craindre du côté du port de Douala. Ce qui arrive d'ailleurs, ils ont reçu un prix l'année passée, étant la référence dans le golfe du Guinée. C'est pas moi qui le donne. C'est une structure internationale qui l'a donné. Pour Kribi, ça avance. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est comment on fait ailleurs. C'est ceux qui voyagent. Moi, je ne voyage pas. Il y a ce qu'on appelle la jonction des ports. Il y a des villes qui sont limitrophes de quelques kilomètres qui font en sorte que le port fluvial, le port, disons, qui a accès sur la mer, se rejoignent par ce que celui-là ne peut pas faire, l'autre peut faire. Et en passant, Kribi est un complexe industriel-portuaire au-delà d'être un port. De ce côté, c'est bon. Maintenant, au niveau du transport ferroviaire, les 3 projets miniers qui viennent d'être lancés, je suis heureux que M. Djodino Bougné et Yoboukom, qui vient de lancer avec le Premier ministre le projet de Grand Zambie, oui, voilà, a dans ces projets la construction du de chemin de fer qui partira de l'Aulé pour Kribi et de l'Aulé pour Douala. Donc l'État du Cameroun, dans son contrat qu'il avait signé avec les Français de Bolloré, qui sont plus pauvres, qui sont maintenant, qui gèrent encore notre chemin ferroviaire, c'est qu'avec la catastrophe des CK, peur aux âmes des Camerounais qui sont partis, c'est que l'État du Cameroun est en train de reprendre la gestion nationale de son chemin de fer avec les partenaires qui vont comprendre qu'il faut nationaliser son chemin de fer. On a encore les Français qui sont là, on a signé un contrat avec eux, on a en train de faire partie petit. Et là, le chemin de fer va être développé. Et le président de la République a choisi l'option d'accrocher la construction des chemins de fer sur les grands projets niés avec la Sonamine
dans l'intérieur du pays qui permettront comme ça de construire, par exemple, entre le Congo et le Cameroun, le grand projet minier, fait de Malam, partira du Congo pour l'Est, Kribi, Douala. C'est un projet qui est déjà là, c'est lancé. Donc, peut-être nous ne serons plus vivants quand on va le voir, mais ça arrive. Il y a une vision derrière avec l'ambition de nationaliser un certain nombre de projets, comme ça a été fait pour le port de Douala. Tout à fait. Et vous semblez dire qu'il y a des résultats. Il y a des résultats, il y a par exemple de faire autre chose, il y a révérence. De poursuivre dans un instant, nous marquons une pause et nous revenons dans un moment pour la dernière partie de cette édition spéciale de l'African Newsroom. Nous sommes en compagnie de Maître Achou Julius, communicant du RDPC, Charles-Élie Zangzang, militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, Simon Moukete, expert en relations publiques et stratégie, et enfin Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes. On a beaucoup parlé des infrastructures de transport routier, on a parlé des infrastructures portuaires, on a amorcé le réseau ferroviaire, mais il y a aussi le transport aérien. Alors que la flotte nationale est réduite et les aéroports régionaux sous-exploités, comment les candidats peuvent-ils ou comptent-ils repositionner le transport aérien comme levier d'intégration économique et de connectivité internationale? La question, je vous la pose principalement à vous, Charles-Élie Zangzang. S'il y a un secteur justement où nous peinons à décoller, permettez-moi, c'est le secteur aérien. Nous avions à l'époque Camer, qui faisait de fierté. Il y avait d'abord eu Air Afrique qui s'est, quand le temps ne s'entendait pas. Et chaque État a créé sa structure. Nous avons eu Camer. Camer avait la 11e province, qui était le combi, le 747-400 que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, nous avons les Dreamers, les Embraer. Le domaine très poussé, très pointu de l'aéronautique civile est tellement exigeant qu'il nous faut, à notre niveau, je pense, un partenaire plus fiable qui nous accepterait de ne pas se mettre en concurrence avec nous, mais plutôt qui va nous accompagner. Le problème qu'on a eu au Cameroun, c'était le choix de nos partenaires. Ceux qui sont venus d'un côté, nous avions Air France, nous avions vraiment donné Boeing. On ne peut pas avoir le dossier Boeing Consulting, qui jusqu'à aujourd'hui, abouti par 10 ans après, il y a un problème. Que ce soit les Brésiliens, les Chinois et les Russes, qui aujourd'hui commencent à ouvrir un nouveau pan de collaboration avec le Cameroun. Ça se voit que les résultats viennent. On a réouvert les dessertes Douala-Cotonou, Douala-N'Djamena, un peu Douala-Paris. Et j'estime qu'avec le dernier sommet Russie-Afrique, où j'ai vu le président de la République dans un salon aéronautique civile en Russie assorti, avec des partenaires russes qui arrivent au Cameroun, je crois en 2026, je pense qu'avec cette diversification des partenaires, la Russie qui vient au Cameroun dans le domaine aéronautique, ça pourra peut-être apporter des solutions. Mais entre-temps, c'est aussi bien qu'on soit en train de former les nôtres, parce que l'autorité civile aéronautique a ouvert une école en Simaline qui permet de former les Camerounais. C'était aussi un problème qu'on avait. On n'avait pas une école sur place qui formait et les pilotes, et surtout les ingénieurs mécaniciens. Il fallait qu'on envoie les avions en Éthiopie, en Europe, travailler dans. C'est un vaste domaine auquel il faut travailler, et où le président de la République a dit qu'il prend ça en main. Et les résultats sont en train de venir. Peut-être l'arrivée d'un militaire à Cameroun aujourd'hui donne quand même quelques lieux d'espoir. Simon Moukete, est-ce que... Mais il vient quand même de le dire à la fin de son propos. J'avais dit qu'il y a un ancien directeur général de la compagnie aérienne nationale qui s'est retrouvé en prison. Je vais dire, est-ce que c'est juste un problème de partenariat? Comment on fait pour s'assurer qu'on met les hommes qu'il faut aussi pour diriger? Je ne veux pas citer le nom, mais je vais parler d'une compagnie africaine qui marche mieux. C'est la mieux structurée aujourd'hui. Mais cette entreprise appartient à l'État. L'État a créé, mais l'État a créé un modèle, un business plan privé. Pourtant, c'est un financement de l'État. C'est-à-dire qu'aucun ministre, aucun président de la République ne peut monter dans cet avion, dans cette compagnie sans payer. Il n'y a pas de faveur. Tout le monde est client pour cette compagnie. Et aujourd'hui, cette compagnie est leader et parmi les meilleurs dans le monde. Pourtant, c'est en Afrique, c'est à côté. Avant, on disait que les gens de ce pays-là ne mangeaient pas très bien. Mais sauf qu'on voit qu'ils ont une compagnie aérienne qui est top au niveau de l'Afrique, qui sont leaders incontestables. Vous voyez bien que c'est le business plan qui pose un problème.
Si vous faites un business plan et vous dites que vous confiez la gestion à un privé et vous lâchez la gestion, l'État n'est pas obligé de privatiser. Si on donne la gestion à un privé, avec les exigences du privé, cette compagnie va tirer. Mais pour l'instant, il y a un manque de volonté de le faire, de lâcher prise. On lâche, mais on tient toujours. Et ça pose un problème de gestion. On ne peut pas gérer une entreprise avec l'exigence d'aujourd'hui. Regardez toutes les entreprises qui arrivent, aériennes qui arrivent au Cameroun, mais c'est des privés. Même si l'État accompagne derrière, mais c'est des privés. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tenir. Peu importe la compétence du directeur général, comme celui qui est là aujourd'hui, il est très compétent. Mais sauf que peu importe sa compétence, il ne peut pas y arriver parce qu'il n'a pas les moyens, il n'a pas les outils pour travailler. Il a bien envie de travailler, ils ont bien envie de travailler, mais c'est impossible. Dans ces conditions-là, c'est difficile de diriger une compagnie aérienne avec le fonctionnement, avec ce business plan-là qui est complètement faux et ne peut pas marcher. Donc, il va falloir, c'est l'une des choses où on doit vraiment faire un virage à 360 degrés à ce qui concerne la gestion. Parce que si on le faisait, c'est que nous n'avons pas confié même le chemin de fer. Pourquoi est-ce qu'on doit confier à un privé? Alors que l'État peut décider de nationaliser, bien sûr, mais d'être exigeant au niveau de sa gestion. Mais sauf que nous sommes trop laxistes là-dessus. C'est là où on doit un peu plus monter en puissance. Mais ça, ces compétences ne manquent pas. Il suffit d'aller chercher les compétents parmi les Camerounais, et il y en a tellement qui attendent que ça. Même si c'est à l'intérêt du RDPC, je vous assure, un parti que je connais, il y a tellement de compétences là-bas dedans, mais il faut qu'on arrive à nettoyer l'ascenseur pour les permettre de monter et d'aller gérer. Et c'est ça, c'est le véritable problème de Cameco. C'est le véritable problème. C'est que le business plan est hors sujet. Ça ne peut pas marcher. Maître Achou Julius, un mot sur le problème du transport aérien au Cameroun qui peine à décoller. Oui, je vois ça sur un autre angle. Vous savez que le Cameroun Airlines a été créé parce que on avait eu le problème avec Air Afrique à l'époque. Depuis cette création, il n'y a que le Boeing qu'on utilisait. À un moment donné, le Boeing n'a pas voulu collaborer avec le Cameroun. La preuve en est que, même avec Cameco, le Boeing, même avec le fait que, c'est toujours comme Cameroun Airlines, certains dirigeants et responsables, n'est-ce pas, de ces pays sont en prison à cause de Cameroun Airlines. Pourquoi? Il faut imaginer qu'on a transféré beaucoup d'argent à Boeing pour acheter des avions, mais Boeing n'a jamais même pensé à ça, ou bien nous soutenir, n'est-ce pas, en envoyant même les avions, même en les rien, jamais. Donc on a bloqué, n'est-ce pas, le fait de Boeing, n'est-ce pas, de venir au Cameroun. À l'heure actuelle, non, s'il vous plaît, à l'heure actuelle, on a condamné le Boeing à payer beaucoup de gens, plusieurs milliards, au Cameroun. L'affaire se trouve devant le tribunal. Et quand vous regardez dans cette matière-là, on n'achète pas les avions comme les cacahuètes. Il faut passer par les sociétés intermédiaires qui montent. Ce sont eux qui montent les dossiers, pas même la société. Parce que quand vous parlez des compétences, oui, il y a des sociétés qui sont spécialisées en cette matière. On les a utilisées. Mais on a constaté qu'avec Boeing, qui était notre partenaire d'origine, ça ne marche pas. Vous pouvez te poser la question, pourquoi Airbus n'est pas au Cameroun? Pourquoi il ne vient pas alors qu'on avait de très bonnes relations d'affaires avec la France? C'est parce qu'il ne veut pas. Et par contre, chaque jour, il y a Air France qui atterrit au Cameroun. Chaque jour. Pourquoi pas collaborer avec le Cameroun pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir contrôlé, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun? Donc, c'est les affaires. Tout s'explique par les affaires. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'aller chercher d'autres marchés comme en Chine, même comme au Canada, n'est-ce pas, pour avoir des avions qui peuvent desservir le Cameroun. Mais il faut noter que un gros pointu comme Boeing, c'est difficile de le contrôler. Va regarder même, on a parlé d'Éthiopie, c'est vrai. À un moment donné, Ethiopian Airlines, ce n'était pas rien par rapport au Cameroun Airlines. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que, va regarder, tous les avions ont été achetés, n'est-ce pas, par location-vente. Or, si Boeing ne vous donne pas cette possibilité, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez monter des salles, vous ne pouvez pas. Et quand on regarde même les avions que Cameco utilise, les avions sont toujours pleins. C'est-à-dire qu'il y a le client, il y a la volonté de le faire, et c'est qu'avec le temps, il faut donner à ces messieurs qui gèrent un peu de temps pour s'organiser.
Ils viennent dans un domaine, n'est-ce pas, tout récemment, parce que Cameco n'a pas duré. Ils pensent qu'ils ont fait la restructuration. Les thèses sont que d'ici 300, 400, Cameco va changer. Qu'on lui donne autant de travail. Effectivement. On a parlé de la responsabilité des managers, d'un certain nombre de difficultés. Cyril Sambaka, la Banque mondiale reconnaît tout de même que les besoins en infrastructure des pays dépassent 10% de leur PIB. Comment mobiliser durablement les financements sans alourdir le poids budgétaire pour un pays comme le Cameroun? Je viens d'entendre quelque chose qui m'a presque fait couler de larmes. Parce que, ayant vécu cette période-là, où la compagnie aérienne camerounaise était une gloire pour notre pays et pour l'Afrique entière. Et quand je pense à Cabo Airlines qui venait du Nigeria partout pour se faire visiter ici, les techniciens les meilleurs étaient les Camerounais. Ils sont allés à Seattle, on leur a donné des diplômes, on a mis le Cameroun en haut. Camer était avant Air France. Qu'est-ce qu'on me raconte là? C'est un problème de mauvaise gestion, tout simplement. Et puis, quand la mauvaise gestion s'est enfoncée, quand l'État ne payait pas les factures de Camer, etc., ben on a décidé de créer une nouvelle compagnie. Mais cette nouvelle compagnie devait être par un basculement, comme les Suisses ont fait et tout. Aujourd'hui, on fait Camer, et puis demain, on ouvre Camerco. Mais ça a traîné des années. Et on a encore commencé à mettre les affaires des gens de l'ENAM et tout ça là. Ben, reconnaissez que le modèle qu'on a utilisé jusque-là est mauvais et qu'il faut faire appel à des compétences, tout simplement avec des cahiers de charges. Quelle est cette histoire où on doit transporter l'électricité? On va chercher qu'un sous-préfet ou un préfet. Mais ça ne peut pas fonctionner. Il faut comprendre une fois pour toutes. Donc c'est ce jumelage-là. Et je vous dis, ça fait mal. Parce que quand Éthiopienne, venez, vous voulez parler d'Éthiopienne, parce qu'il s'agit bien d'Éthiopienne. Éthiopienne était derrière Camer. Les techniciens, les pilotes du Cameroun étaient connus partout. Et ils ont été sollicités partout quand Camer a fermé. Donc il faut voir que c'est un problème de management. Quand Aïdjo a décidé de quitter Air Afrique, c'est parce qu'il savait que les grands pilotes de Air Afrique étaient des Camerounais. Il le savait. Il a compté sur cela pour bâtir Cameroun Airlines. Mais l'administration, trop d'administration, ces fonctionnaires-là, ils ne peuvent pas gérer une compagnie aérienne. Il faut le comprendre une fois pour toutes. On va le chercher au Premier ministère, on va le chercher par-ci, par-là. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Cyril Sambaka parle sans parler de plus insister sur des réformes gouvernance, oui, non? Essentiellement. Oui, je pense que c'est important. 30 secondes. Oui, non, juste pour dire que nous sommes dans le monde des affaires. C'est pas une question de gestion. Nous sommes dans le monde des affaires. Et ça, c'est vraiment le top au niveau des affaires où l'exigence est des tailles. Ça va avec la performance. Si vous n'êtes pas exigeant au niveau de la planification, au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en place, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau de la gestion interne, au niveau de la communication, vous ne pouvez pas performer face aux autres qui sont dans une sphère purement privée. Et vous ne pouvez pas, même si on fait la magie, quand même qu'on ne peut pas avancer, c'est impossible. Parce que le business plan est hors sujet. Ce business plan ne peut pas marcher. Aujourd'hui, c'est impossible. Il n'y a aucune compagnie aérienne dans le monde. Vous voyez bien nos voisins là. Ils ont changé de nom. C'est devenu Fly Gabon. Ils ont pris dernièrement leur bus. Mais ils sont en train de partir. Et là, on est sur place, on fait du sur place, et après, on va être amusé que, ben voilà, les autres ont décollé. Pourtant, en termes de potentialité, le Cameroun en a, ce qu'ils peuvent gérer. Il faut aller tout simplement les chercher, il faut les confier ça. Arrêtons de faire comme si, en dehors de certains, d'autres ne peuvent pas le faire. Pourtant, il y a des Camerounais capables de le faire. Vous savez, des fois, les gens se moquent de l'administration camerounaise, mais quand vous allez dans l'administration camerounaise, dans les ministères, vous voyez la qualification, le niveau des responsables qui sont là-bas, qui accompagnent les ministres, mais c'est incroyable. Ils ont un bon niveau, mais permettez-les de prendre le devant et de porter le pays. Le Cameroun a des potentialités, ce sera le mot de fin pour ne pas brimer
les membres du RDPC sur ce plateau, je vais quand même rappeler que vous avez indiqué qu'il y a des managers qui performent ici au Cameroun. Vous avez pris le cas du directeur général du port de Douala, et il y en a d'autres. Il y a certainement dans d'autres instituts. Et vous êtes d'avis, vous êtes tous unanimes. Nous avons des contraintes de temps, mais on a pu parcourir quand même l'essentiel des défis. Permettez-moi une seconde pour vous dire que Éthiopien ne craint pas pour rien. Aucun équipage ne dort à l'extérieur. Quand Camer quitte ici, là, l'équipage dort pendant 3 jours, etc., etc. Il ne paye pas les frais d'hôtel. Et tout ça, c'est ça le management dont lui, il parlait. Le directeur général de Cameco a pris note. Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'Africa Newsroom consacrée aux enjeux du développement des infrastructures de transport. Nous vous remercions Cyril Sambaka, président de l'Alliance des forces progressistes, Simon Moukete, expert en relations publiques et stratégie, Charles-Élie Zangzang, militant du RDPC, Maître Achou Julius, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Merci, messieurs, d'avoir honoré cette invitation. Nous vous souhaitons bonne chance pour cette campagne électorale. Merci aussi à vous de nous avoir suivis au cours de cette émission spéciale consacrée aux enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Bonne suite des programmes sur Africa 24.